Yo, salut, bienvenue à vous. Voici la vidéo tant attendue du tome 8. J'espère que vous allez la kiffer car il se passe des trucs de dingue dans ce volume selon moi. Donc du coup, on perd pas de temps, on y va tout de suite. Allez, c'est parti. Tiens, monsieur Tanan. Comme je suis content de vous voir. Donc ça commence là où on avait laissé le précédent tome qui parlait de l'existence du 13e chevalier d'or. La légende, on l'apprend, nous explique qu'il était le plus sage et le plus courageux de tous les Gold. Et il avait des pouvoirs de guérison, et tout le monde, tout le peuple l'adulait, au point que le mec avait pris la grosse tête et se prenait carrément au final pour un dieu. Les vrais dieux, eux, de leur côté, étaient vénères, et du coup, ils finirent par le chasser du sanctuaire et effacèrent carrément toute trace de son existence. En tout cas, voilà ce qui se dit sur le chevalier qu'on appelle le chevalier d'or d'Ophiuchus, dont on voit direct un peu le design de l'armure qui nous est révélé, alors même qu'on n'a même pas encore vu le personnage. Peut-être aurait-il pu garder un petit peu de suspense, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, il a l'air d'avoir un sceptre qui ressemble pas mal, je trouve, au symbole qu'on retrouve sur les pharmacies, lol, donc ce qui appuie un petit peu le côté guérisseur du bonhomme. Bref, en tout cas, on verra plus tard quand il nous sera vraiment présenté, mais l'armure a l'air un petit peu volumineuse quand même, je trouve, un petit peu presque un petit peu à la Soul of Gold. Bon, en tout cas, passons. On enchaîne sur Shijima, qui raconte donc la rumeur du retour du 13e chevalier d'or à Cardinal, qui lui, pour sa part, ne le croit pas du tout. Et Shijima dit que si, tout le monde le connaît, même toi. Ce qui laisse à penser donc que ce fameux 13e chevalier d'or était encore vivant il n'y a pas si longtemps à cette époque, avant de disparaître. Et le mec aurait, on suppose, côtoyé les autres chevaliers d'or. En tout cas, Cardinal, en apprenant ça, semble choqué par cette information. Là, on part chez Doko, qui est toujours avec Shiryu, qui dit qu'ils vont devoir s'arrêter là, car apparemment ils ont de la visite. Et en effet, c'est Suikyo qui vient d'arriver. Le gars a fait la moitié des maisons, il a bien avancé, mais en tout cas il semble maintenant assez amoché, on dirait limite un zombie, il a l'air de se traîner péniblement. Doko dit à Shiryu qu'une étoile filante était tombée un petit peu plus tôt devant l'hôtel d'Athéna, tout en haut, et que c'est justement Athéna, et que selon lui, il se passe quelque chose avec elle, et il demande à Shiryu de faire vite et de la rejoindre, et il lui donne ainsi donc son accord pour traverser sa maison. Il met toutefois Shiryu en garde, disant qu'un autre cosmos inquiétant est en approche du sanctuaire, et ce qui semblerait être quelque chose d'effroyable. Donc serait-ce Hadès ou quelqu'un d'autre, on verra bien. En tout cas, Suikyo attendait sagement qu'ils finissent de discuter, mais il commence petit à petit à intensifier son cosmos. En tout cas, on constate que son surplis est assez endommagé à cause des précédents affrontements. Doko dit à Shiryu de partir et qu'ils se reverront maintenant dans un peu plus de 200 ans dans le futur, et qu'il l'attendra bien sagement aux 5 pics. Donc ça c'est assez ouf quelque part. Ce qui veut dire que Doko, la première fois qu'il a rencontré le jeune Shiryu, donc au début du manga, en fait il le connaissait déjà, et il connaissait déjà son potentiel. Donc ça c'est assez dingue quand on y pense. Du coup, Doko paraît content de revoir Suikyo. Il le félicite d'être arrivé jusque-là. Et Suikyo, lui, coupe court à son enthousiasme direct, et il lui dit cash, je suis pas là pour m'amuser, mec. Maintenant, je suis un spectre au service d'Hadès. Doko répond non, non, frérot, tu te trompes. Pour moi, tu seras toujours mon ami Suikyo, du chevalier d'argent de la coupe. T'es un chevalier d'Athéna, ça restera toujours comme ça pour moi. Et ça, c'est beau. Suikyo semble touché quand même par cette phrase, mais Doko enchaîne disant que néanmoins, en tant que chevalier d'or de la balance, il ne doit laisser passer personne, même si c'est son pote. Suikyo le sait bien, et il commence le combat.
Donc là, il s'empoigne, hein, puis ça part direct en attaque rapide. Ça fait penser un peu à DBZ, je trouve, ce passage-là. Là, petite pause. Les deux se jaugent, hein, et Suikyo félicite à son tour Doko, hein, pour ses progrès, puis se prépare et lui lance sa technique de lotus de glace, ce qui surprend Doko qui se met à pleurer. Euh, Ensuite, petit retour sur Shijima et Cardinal, qui parlent toujours du 13e Chevalier d'Or. Et Cardinal, hein, dit c'est impossible, le mec est mort. Là, on part dans le présent où on avait laissé Marine et Shaina devant les ruines du 13e temple. Et Shaina commence à se prendre la tête, hein, puis elle attaque d'un seul coup Marine qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Shina dit que la fin est proche, la fin de tout, hein, carrément, et continue de l'attaquer. Elle lance sa technique des griffes du tonnerre et Marine n'a pas le choix que de répliquer avec ses griffes de l'aigle. Donc là, gros choc, hein, entre les deux et on voit le masque de Shina qui se brise et tombe par terre. Shaina est blessée et Marine la prend dans ses bras. C'est marrant, hein, donc l'aigle bat le serpent, hein, comme dans la vraie vie en quelque sorte. Après, bon, Shina, elle avait peut-être pas toutes ses facultés pour se battre comme il faut. Elle n'avait pas l'air dans son état normal. Bon, en tout cas, Marine capte que ça a forcément un rapport avec le temple maudit. On revient au temple de Doko et Suikyo. Suikyo lui demande, hein, ce qui rend triste Doko et le vanne, hein, disant est-ce que c'est ton impuissance à protéger Athéna? Puis là, les pieux de glace tombent au sol et Doko est indemne. Et genre en mode beau gosse, il répond non, non, c'est surtout l'impuissance de ton attaque à percer ma chair qui me fait pleurer. Genre la punchline, quoi. Doko lui explique que Suikyo bah, ne pourra rien faire contre lui, hein. Et ça énerve le bonhomme, hein, qui vient lui mettre un coup, mais un coup qui est bloqué direct par Doko. En fait, on commence à comprendre, hein, que Suikyo n'a plus la force de mener à bien tous ses combats après tous ceux qu'il a déjà fait. Et c'est logique, hein, au bout d'un moment, faut pas déconner, c'est pas non plus un dieu le mec, hein. Donc il fallait bien que tôt ou tard, il arrive au bout de ses forces. Donc Doko explique que son lotus de glace en temps normal est une technique redoutable, hein, on l'a déjà vu, hein, et que ça l'aurait probablement terrassé, mais que là désormais, hein, c'est fini, hein. Le gars il a déjà tout donné pour en arriver là, et c'est presque plus que l'ombre de lui-même finalement. Donc ça fait replorer Doko, hein, qui le supplie de se confier à lui, disant que voilà, qu'ils étaient amis et qu'il peut le protéger. Et là, c'est assez triste, hein. Suikyo se met à pleurer aussi, mais on sent que, voilà, le destin du mec est scellé, hein. Le chemin, la voie qu'il a prise est sans issue. Allez, on va du côté de notre duo de choc Shun et Tenma qui débarquent dans le temple de la Vierge. Et là, ils ne sentent plus du tout le cosmos de Suikyo, hein, qui s'y trouvait auparavant, et ils trouvent ça beaucoup trop calme, hein. Il y a aucune présence. C'est trop calme. D'un coup se matérialise devant eux Shijima, en position du lotus toujours, hein, et avec un cosmos étincelant. Tenma il est hoche, hein, il en a marre, il veut attaquer tout de suite, il en a marre de parlementer. Et Shun lui dit attends, mais c'est trop tard, hein. Et là ils sont éjectés direct en arrière par l'aura de Shijima et ils retombent au sol aussi vite. Shun lui explique que foncer ainsi tête baissée ça servira à rien. D'autant plus que leur adversaire n'a pas de corps physique, hein. C'est une projection mentale du vrai Shijima qui lui est pas là, hein. Puis ils se tiennent la tête et ressentent une douleur. Et c'est la même douleur que pour Suikyo, hein, le fameux silence absolu, hein, qui anéantit l'esprit jusqu'à la mort. Et puis là, d'un coup, plus rien, ça s'arrête. Et les deux, ils comprennent pas pourquoi. Mais au final, on voit apparaître derrière eux un deuxième chevalier d'or. Là, Shun regarde mieux et il n'en croit pas ses yeux. Et nous non plus, hein, parce que c'est Shaka de la Vierge, carrément, qui vient d'apparaître et qui vient de briser la technique du Shijima. Donc là, on se dit, putain, what the fuck, comment c'est possible? Truc de ouf, hein. En tout cas, c'est kiffant de voir un Gold qu'on a bien connu se pointer d'un seul coup, on s'y attendait pas. Bref, même Shijima, hein, lui, de son côté, dans son labyrinthe, il vient de capter qu'en plus des deux intrus, dans son temple, il y a maintenant un troisième chevalier qui a un cosmos bien différent des deux. Un cosmos d'ailleurs qu'il n'avait jamais ressenti,
jusqu'à présent, mais qui, il le sent, n'a pas d'existence physique non plus. Et en tout cas, d'un seul coup, il semble percuter qu'un autre chevalier de la Vierge est apparu dans son temple. Là, Sean et Tenma sont pris entre deux feux, hein, comme au temple des Gémeaux un peu plus tôt, et on sent que les deux chevaliers de la Vierge vont s'affronter. Donc là, on est hypé de ouf, hein. Donc chacun, hein, s'est matérialisé, on sait pas comment à ce stade, hein, en tout cas il s'est matérialisé afin de leur revenir en aide, car sinon ils étaient dans la merde, hein, face à Shijima. Tenma ne comprend pas ce qui se passe et Sean non plus. Puis l'armure de Sean se met à briller et à émettre un cosmos doré. Et il comprend que c'est son armure à lui, hein, c'est de son armure à lui donc qu'émane la projection de Shaka, qui, on le voit, hein, par le passé, l'avait réparé avec son sang. Et donc c'est une partie de lui, hein, quelque part, qui sommeille dans l'armure de Sean, une partie de son âme, hein, qui dormait en quelque sorte, et qui s'est réveillée en ressentant le cosmos d'un autre chevalier de la Vierge. Donc là, du coup, on a deux chevaliers de la Vierge qui vont s'affronter à distance, en mode télékinésie un peu, hein, à travers le temps et l'espace. Et ça, c'est bien stylé. Donc Shijima demande, toi qui portes la même armure que moi, est-ce que c'est toi qui as stoppé ma technique? Puis il enchaîne en disant que de toute façon, même si la personne qui s'est pointée est le futur chevalier de la Vierge, dans tous les cas, pour lui, ça ne change rien. Il ne doit laisser personne passer. Et il déclenche l'apparition des 4 portes de Bouddha au milieu de la salle, autour des deux chevaliers de bronze, qui, voyant les portes en face d'eux, se demandent laquelle ils vont devoir choisir. Tenma, lui, n'est toujours pas patient, hein, et comme il est irréfléchi, on commence à le comprendre, à le connaître en tout cas. Il en prend une au pif, hein, et il veut l'ouvrir direct. Sean est en stress, hein, et il dit attends, réfléchis un peu. Trop tard, hein, ils se font tous les deux éjecter en arrière. Ils se relèvent aussitôt, hein, donc on se dit tiens, c'est pas normal, hein, si c'était une porte qui avait été ouverte, ça aurait dû les tuer. Mais on comprend en tout cas que c'est Shaka avec son cosmos qui les a tirés en arrière in extremis pour leur éviter d'ouvrir justement la porte. Shaka leur dit que c'est une technique bien trop puissante pour eux et que du coup, pour des chevaliers de leur niveau, en tout cas, ils sont pas de taille à passer cette épreuve. Et d'ailleurs, on se rappelle, hein, que Suikyo, même lui, en avait fait les frais et était passé à 2 doigts de la mort. Il avait été ramené par Athéna de justesse. Donc Shijima est intrigué, hein, encore une fois, par son homologue, et il dit Shaka, donc, puisque tel est ton nom, hein, si tu continues en tout cas à mettre des bâtons dans les roues, je vais te détruire. Et Shaka répond ainsi soit-il. Donc là, duel de punchline, hein, on sent petit à petit la tension monter entre les deux. Shijima se concentre avec un cosmos doré et lance le Orin dans le ciel. Ça fait beaucoup penser au trésor du ciel, hein, qu'on connaît bien. Est-ce que c'est juste le nom qui a changé dans le manga ou est-ce que c'est un petit peu une variante de l'attaque? Je ne saurais pas tellement dire, mais bon, moi j'ai l'impression que c'est quand même un peu la même chose, mais vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, Sean dit, hein, que cette attaque est à la fois offensive et défensive, et qu'à l'intérieur de celle-ci, hein, ils ne pourront rien faire. D'un coup, Shaka concentre également son cosmos de la même façon. Et il contre-attaque exactement avec la même technique. Donc c'est peut-être bien ça, hein, finalement, hein, puisque Shaka la lance également, hein. En tout cas, technique contre technique, on sent que les mecs vont envoyer du lourd, et pour l'instant, aucun des deux ne semble prendre le dessus. Shijima commence à être énervé, hein, et il dit qu'il n'a plus le choix. Il va falloir tout donner maintenant, hein, sentant qu'il y a de la résistance en face. Et il dit qu'il va faire entendre un son divin. Et là, il ouvre la bouche et dit un mot. Sean et Tenma entendent ainsi un grondement, hein, et le son émis symbolise carrément la fin de l'univers. Puis des ténèbres apparaissent et commencent à avaler le temple tout entier et tout ce qui se trouve tout autour d'eux.
Donc là, c'est vraiment Auch, hein, c'est une technique suprême. J'aurais même tendance à penser limite interdite, hein, car ça absorbe carrément tout comme un trou noir, hein, limite. Hein. Shaka, là, est admiratif de son ancêtre. Il dit que Shijima donc, a acquis un grand cosmos prodigieux, hein, en se privant depuis toutes ces années d'un de ses sens, hein, qui était la parole. Genre le gars parlait jamais, quoi, il était toujours en mode télépathe. Mais qu'il se trouve, hein, que lui aussi a suivi l'entraînement de la Vierge et a fait la même chose de son côté, mais avec le sens de la vue. Et qu'il va faire la même chose pour riposter, et d'un coup il ouvre les yeux. Sean est choqué, hein, et là les bronzes sont éjectés à nouveau et se trouvent coincés entre leurs deux pouvoirs. Donc ils sont coincés entre les ténèbres d'un côté de Shijima et la lumière de l'autre de Shaka. Là les deux techniques, hein, se repoussent l'une et l'autre. Et là on voit que si ça continue comme ça, apparemment ça sera non seulement une guerre de 1000 jours, mais carrément, d'après ce qu'on apprend, un combat sans fin, hein, qui se poursuivra à travers carrément leur réincarnation future. Genre là, ça part en truc métaphysique, hein, leur truc. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? En tout cas, leurs deux attaques forment un yin et un yang, et ça avale même carrément les deux bronzes, hein, qui étaient tout juste au milieu. Shijima dit que c'est l'équilibre parfait entre leurs techniques et félicite chacun, hein, d'avoir passé comme un test en quelque sorte, et qu'il est un digne représentant des chevaliers de la Vierge. Shaka demande donc humblement une faveur à Shijima afin qu'il sauve Sean et Tenma en les ramenant dans leur réalité, et il demande également qu'il annule la barrière autour du temple pour les laisser passer. Shijima demande pourquoi à chacun, hein, pourquoi il tient tant à ces deux chevaliers, et Shaka répond que le chevalier d'Andromède est celui qui sera appelé à lui succéder. Donc Sean sera à terme le futur chevalier de la Vierge, et ça c'est beau. Et Shijima d'ailleurs indique que c'est drôle, hein, quelque part, hein, puisque au final, hein, c'est trois chevaliers de la Vierge de différentes générations qui se trouvaient réunis ici dans le temple. Finalement un fait extraordinaire, hein, et il accepte donc il accepte la demande de la requête de Shaka. Shaka le remercie et disparaît ainsi une dernière fois pour retourner donc dans le Nirvana où il était initialement. Et là c'est émouvant, hein, je trouve, ce passage. On rejoint le vrai Shijima chez le Pope, hein. Shijima visiblement très épuisé, hein, par son combat virtuel, qui admet, hein, que Shaka était un adversaire redoutable, hein, on le sait bien, et voire même, hein, potentiellement plus fort que lui, et il finit par s'effondrer, laissant tomber bébé Athéna. Cardinal, qui était là, est content, hein, et il pense à tort, hein, d'ailleurs, que c'est son attaque à lui, hein, qu'il avait fait plutôt à Shijima, qui a fini par l'achever, alors que pas du tout, hein. En tout cas, le mec est content, il se dit qu'il va pouvoir finir son boulot et rapporter leur tête au Pope. On retrouve Sean et Tenma qui sont téléportés, donc qui ont été téléportés par Shijima, eux aussi dans le temple des saules jumeaux. Les deux bronzes, hein, voient l'armure de la coupe qui était encore là. Sean d'ailleurs lui aussi est HS, hein, il a subi trop de pression des deux attaques, et il s'écroule, mais ça tombe bien, hein, puisque l'armure de la coupe est là pour les remettre sur pied. Retour sur Doko qui essaie de tirer les vers du nez de Suikyo, qui, on l'aura compris, ne dira rien jusqu'au bout, hein. Il fait toujours mine d'ailleurs d'être un spectre. Puis il vanne à nouveau Doko, disant que verser des larmes pour un adversaire c'est ridicule et indigne de son rang, et il le tape au passage, et il lui rappelle qu'il ne fera pas marche arrière quel que soit son adversaire. Donc là c'est bizarre, hein, on se dit, est-ce que le fait de vanner comme ça Doko, est-ce que c'est nécessaire? Mais bon, on se rappelle que quelque part il est toujours observé, hein, par un papillon certainement, donc c'est pour ça qu'il tient son rôle de spectre jusqu'au bout. En tout cas, Sean de son côté se réveille, et avec Tenma, ils vont pas tarder à bouger, et ils se rendent compte que Suikyo se trouvait là avant eux, hein, car ils ressentent encore son cosmos,
Et d'ailleurs, l'armure de la coupe se manifeste également, et Tenma l'interprète comme un présage et se dit qu'ils doivent l'emporter avec eux, et que peut-être elle sera amenée à servir à nouveau. Du côté du Pope, hein, qui n'avait pas bougé de l'hôtel d'Athéna depuis le départ, bah, il y a Cardinal hein, qui se pointe, et le Pope s'impatientait. Hein. En tout cas, Cardinal est fier de lui, hein, et il lui jette carrément les deux têtes coupées de Shijima et d'Athéna à ses pieds. Là, on voit que le manga est un petit peu censuré d'ailleurs au niveau du sang. Le Pope lui dit attends, tu te fous de moi? C'est quoi ça, mec? Et Cardinal répond bah regarde, c'est les têtes que je devais te ramener. Et là, le Pope, il est vénère, hein, il lui dit mais regarde, débile, c'est pas les têtes, c'est des pierres là que tu m'as ramenées. Et effectivement, hein, Cardinal s'est fait duper, hein, par qui, comment, on ne sait pas encore. Mais là, il se retrouve comme un con. Hein. En fait, c'était une illusion qui s'était prise et effectivement, il a ramené des pierres. En tout cas, le Pope lui dit vas-y, dépêche-toi d'y retourner et cette fois-ci, essaie de ne pas te planter. Shijima lui aussi se réveille. Donc, bon, il est bien vivant, hein, il a pas eu la tête coupée. Et par contre, on voit plus bébé Athéna. Donc, on se dit que peut-être que Cardinal l'a quand même est revenu ou a réussi à la choper. On ne sait pas trop. En tout cas, là, Shijima est en stress. Hein, et d'un coup, il est surpris. Il y a quelqu'un qui se pointe devant lui avec un cosmos doré. On revient sur Doko, quant à lui, qui n'a toujours pas envie de se battre hein, avec Suikyo. Mais il lui dit quand même hein, qu'il a plus aucune chance. Hein. Doko est confiant sur ce coup-là. En tout cas, Suikyo annonce que sa prochaine attaque sera inédite et il commence à se mettre en position. Doko panique un peu là, car Suikyo lui dit qu'il va le tuer avec sa technique suprême. Doko le supplie d'arrêter, car s'il fait ça, il va devoir répliquer en conséquence si lui veut rester en vie. Mais c'est trop tard, hein, le Suikyo, il lui lance donc sa méga technique, hein, les tourbillons des 100 crocs de glace. Et là, dans un ultime cri, Doko doit riposter avec cette fois-ci les 100 dragons suprêmes de Rosanne. Donc lui aussi, hein, sa suprême technique, qu'on avait vu hein, quand il s'était battu contre Chion bien plus tard hein, dans l'arc d'Hadès. Puis l'échange de coups se termine dans une énorme explosion, un montant au ciel, hein, et les deux finissent KO au sol. Retour sur Shijima, donc devant lui hein, commence à arriver hein, une personne avec une cape qu'on distingue pas bien. Hein. En tout cas, ça fait beaucoup penser à Hokuto no Ken, hein, quand Ken arrive tranquille en marchant avec sa cape dans l'animé et qu'il est tout vénère, mais qu'on ne le distingue pas encore très bien, donc ça me fait penser un petit peu à ça. Bref, Shijima en tout cas ressent un cosmos prodigieux hein, qui émane de cette personne, et là à ce stade on demande qui c'est, ami ou ennemi, on ne sait pas trop. Puis on commence à distinguer un peu plus la silhouette, hein, et l'image est hyper stylée d'ailleurs, hein. On voit que le bonhomme ou la meuf envoie du lourd. Et puis là, Shijima commence à capter, et même si ça paraît dingue, hein, la personne en question, c'est Athéna, qui a grandi d'un seul coup et qui est devenue une fillette. Elle lui confirme d'ailleurs avec un beau sourire. Et là, il est choqué, hein, et même nous, limite, hein, spectateurs, lecteurs. En tout cas, il se prend de plein fouet son cosmos de déesse bienveillant, et il reconnaît tout de suite, effectivement, que c'est bien la bonne personne, hein, et il finit par s'agenouiller devant elle. Et nous, on comprend au passage hein, que c'était elle hein, qui avait lancé une illusion sur Cardinal. En tout cas, la petite Athéna est déjà très mûre hein, pour son âge, et elle reconnaît que Shijima a fait tout ce qu'il a pu jusqu'à présent pour l'aider et la sauver. Il demande en tout cas comment cette transformation est possible, et elle lui répond que Chronos lui a jeté un sort et a modifié son corps en venant ici. En tout cas, elle explique qu'elle est venue dans un but bien précis, donc nous on sait que c'est pour sauver Seiya, hein, et en tout cas qu'elle n'est pas la Athéna de cette époque que tous les chevaliers attendaient, mais que l'autre Athéna en tout cas se trouve bel et bien quelque part et qu'elle finira par se pointer. Donc truc de ouf, hein, ça veut dire que tôt ou tard, peut-être on verra une autre Athéna.
En tout cas, elle pose la main sur le torse de Shijima et dans un éclair vert, le soigne de la blessure que Cardinal lui avait infligée. En tout cas, Shijima est de nouveau sur pied, mais d'un seul coup, il se jette sur Saori pour la protéger et il se reprend une rafale de fleurs dans le dos par Cardinal, qui était revenu pour essayer de terminer sa mission. Et Shijima finit à terre. Donc là, c'est pas de bol, il venait tout juste de se faire soigner et il se refait avoir. En tout cas, Cardinal, qui avait l'air d'avoir écouté aux portes, a dit à Athena qu'il ne croit pas du tout son histoire et il lui lance une attaque pour les achever. Donc quelle ordure, celui-là, il n'a aucun scrupule. En tout cas, d'un seul coup, les fleurs s'arrêtent et tombent toutes aux pieds d'Athéna, qui se lève et s'approche de lui en disant « ça suffit ». Donc là, badass survint, la meuf. En tout cas, je kiffe bien. Et elle laisse apparaître son cosmos qui commence à faire douter Cardinal. En tout cas, elle lui dit que voilà, ça suffit, il a fait trop de mal jusqu'à présent. Et, donc là, elle a un air sérieux. Et le mec commence à paniquer. Et il relance à nouveau des fleurs. Mais d'un seul coup, elles font toutes demi-tour. Et elles reviennent à l'envoyeur. Et elles se stoppent direct, net devant lui. Donc là, il a grave la pression. Et tellement, il flippe tellement qu'il tombe dans les vapes direct. Donc là, mort de rire. Quelle indignité. En tout cas, Saori revient en aide à Shijima. Elle est désolée d'ailleurs de voir qu'à nouveau, à cause d'elle, si on peut dire, des chevaliers sont blessés pour lui venir en aide. Et donc des larmes tombent sur Shijima d'ailleurs, et ça le régénère. Donc ça, c'est vraiment les pouvoirs d'une déesse. Shijima donc lui jure à nouveau sa fidélité et jure de la protéger. En tout cas, on n'en doutait pas une seconde venant de lui. Il dit que c'est son devoir et que maintenant qu'ils sont tous les deux sur pied, ils vont pouvoir sortir du labyrinthe, en tout cas tenter d'avancer. En tout cas, Athéna d'ailleurs remarque au passage un fil sur le corps de Cardinal. Et c'est le fameux fil d'Ariane de la mythologie qui permet, comme vous le savez, de ne pas se perdre dans les labyrinthes. Et c'est comme ça d'ailleurs que Cardinal arrivait à entrer et sortir tranquille sans se paumer. Et d'ailleurs, au passage, je trouve ça sympa de retrouver des petites touches comme ça de mythologie. Ça colle bien avec l'œuvre. On finit ce tome avec l'arrivée au temple de la balance de Tenma Eishun, qui entendent un poème. Et ce poème, c'est Doko qui le récite pour Suikyo, qui, on le voit, le tient mort dans ses bras, dans une superbe et triste à la fois image de fin. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, on peut dire adieu à Suikyo. C'en est fini de ce chevalier qu'on aura aimé suivre, mais dont on n'aura jamais su vraiment, en tout cas venant de sa bouche, ce qu'il était réellement venu faire. En tout cas, voilà, personnage charismatique et très fort pour en être arrivé jusqu'ici, mais voilà, Doko a fini par avoir le dessus, et voilà, ça ne pouvait plus durer. Donc une note amère pour cette fin de tome, mais on retient aussi le combat psychédélique de ouf avec Shaka, ça fait plaisir, on s'y attendait pas du tout de le revoir. Et puis même chose, petite émotion au moment où il redisparaît, peut-être pour toujours, on ne sait pas. Et que dire de cette Athéna, je trouve ultra stylée, donc limite on aurait dit Yoda qui maîtrisait la force, quoi. Donc avec sa cape, renvoyant les fleurs, comme un Jedi. Donc voilà, super tome que celui-ci. Il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer sur Next Dimension, mais je trouve que dans chaque volume, en tout cas pour peu qu'on soit un peu passionné, on arrive toujours à trouver des passages stylés. Et vraiment, moi je me dis que si jamais il y avait une adaptation animée de qualité, avec des musiques épiques, franchement, je suis convaincu qu'il y aurait des moments ultra cultes et que ça pourrait rendre super bien. Bref, voilà, j'espère que vous aurez kiffé comme moi ce tome.
Je vous dis à la prochaine, hein, le mois prochain, donc pour la review du tome 9, qui lui cette fois-ci va être un peu plus léger, hein, puisqu'on va retrouver notre cher Destol, hein, Destol le troll, pour des moments encore plus what the fuck avec lui. Quand je vous dis que vous n'allez pas en croire vos yeux, hein, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ce perso c'est un peu nimp, mais bon, c'est peut-être ce qui fait qu'on l'apprécie quelque part. En tout cas voilà, merci de me suivre et puis à plus pour la prochaine vidéo.